Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Surtout, alors je salue l'équipe de traduction, surtout si je vais trop vite, vous me prévenez. Je travaille maintenant depuis 20 ans sur la question des femmes et du genre dans le numérique. À l'origine, j'étais informaticienne, j'ai un bachelor en informatique scientifique. Je n'ai pas trouvé de travail en informatique à l'époque. Une des raisons était qu'il y avait une crise en informatique. C'est un des rares moments où la France a licencié en informatique. Et l'autre raison, c'est parce que j'étais une jeune femme mariée, sans enfant, et que les employeurs, visiblement, considéraient que je n'étais pas la meilleure personne à embaucher. Donc, paradoxalement, j'ai trouvé du travail en sociologie, mais bien plus tard, après un doctorat sur la question. Et quand j'ai commencé à travailler sur les questions de genre et numérique, donc il y a une vingtaine d'années, c'était pas du tout un sujet qui intéressait autour de moi, c'était pas un sujet, point. Ce qu'on me disait à l'époque, c'est « ouais, que voulez-vous? Les femmes, elles n'aiment pas l'informatique, on ne va pas les forcer à y aller, elles pourraient venir, hein, mais elles ne viennent pas. » Alors évidemment, si vous pensez que c'est la faute des femmes, et que finalement, ce n'est pas très grave qu'il n'y ait pas de femmes dans le numérique, c'est difficile de faire bouger les choses. 20 ans plus tard, on n'en est plus là. Par contre, 20 ans plus tard, j'ai entendu plutôt, il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre comment ça se fait. Et non, comprendre, c'est bon. J'ai travaillé sur des premiers projets européens il y a 15 ans qui étaient déjà sur cette question. Comprendre, on a déjà une assez bonne idée. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y a 2 ans, parce que je ne voulais plus qu'on recommence au départ en disant « faudrait essayer de comprendre ». On a compris, maintenant il faut passer à la mise en œuvre. Alors on y va. Je vais commencer par un très rapide historique sur la base d'idées reçues en informatique. Parce que, mine de rien, combattre ces idées reçues ou être convaincu soi-même que ce ne sont que des idées reçues, c'est déjà un bon point de départ pour avoir les bonnes idées, pour générer des bonnes pratiques. Alors, la première idée reçue, c'est l'idée qu'il n'y a jamais eu de femmes dans la tech. Et en particulier, jamais eu de femmes dans la programmation. Alors ça, c'est pas vrai. Sur la première image, vous voyez les programmeuses de l'ENIAC. Alors à l'époque, donc cette grande chose derrière, c'est l'ordinateur. Et ces femmes, avec des câbles, elles programmaient concrètement l'ordinateur. À cette époque-là, il n'y avait pas de langage de programmation qui existait. On programmait très physiquement l'ordinateur. À cette époque-là aussi, le code était sans valeur. Le matériel avait de la valeur, mais la programmation était sans valeur. Et donc, c'était des mathématiciennes qui étaient totalement autodidactes en programmation, vu qu'elles inventaient la programmation en la faisant, sous-payées, pas reconnues, qui faisaient le travail. Et finalement, la programmation, c'était plutôt féminin comme discipline, contrairement au matériel et à l'ingénierie qui avait ses lettres de noblesse et qui était plutôt masculine. À droite, vous voyez Margaret Hamilton, qui est la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, qui a fait le programme qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune. À son époque, donc on est déjà un peu plus tard, commencent les premières formations à l'université en informatique, les premiers diplômes en logiciel. Surtout à cette époque, en université, c'est les hommes qui y sont, en ingénierie, c'est les hommes qui y sont, et on a commencé à diplômer des hommes qui ont peu à peu pris la place de ces femmes autodidactes. La deuxième idée reçue, c'est « ok, il y avait des femmes, mais elles sont parties ». Alors, elles ne sont pas parties. On les a volontairement exclues, on a cessé de les recruter, en particulier parce qu'à une époque, on avait les vétérans de l'armée qu'il fallait replacer dans la vie civile. Et je montre cette image, c'est l'image complète, non recadrée, de l'ENIAC en 1946. La personne au premier plan est un militaire, il est là pour poser. Derrière les personnages que l'on voit, il y a 2 femmes sur les 3 personnages. Et ça, c'est l'image recadrée pour les plaquettes de recrutement dans l'informatique. C'est bien cette personne-là que l'on voulait recruter.
Et les femmes qui jusque-là travaillaient dans l'informatique, on a jugé qu'elles feraient de très bonnes profs de maths. Et elles n'ont pas pu faire carrière, elles n'ont pas pu rester. Idée suivante, bon, il n'y a plus du tout de femmes dans la tech. Alors, comme ça a été évoqué par l'intervenante précédente, c'est un problème occidental. En Occident, on a une représentation qui lie fortement l'informatique au monde masculin. Si je vous emmène en Malaisie, eh ben, en Malaisie, vous constatez que l'informatique, somme toute, n'a pas vraiment les mêmes problèmes que nous avons. 40% de femmes en doctorat à Kuala Lumpur, 7 professeurs sur 10, dont la doyenne est une femme. Visiblement, la Malaisie ne souffre pas du même problème que nous. Je reviens tout à l'heure pour vous expliquer d'où ça vient. Parce qu'avant, je veux passer par l'idée reçue numéro 4. En France, il n'y a jamais eu de femmes dans la tech. Ben, ce n'est pas vrai non plus. Et c'est en plus une histoire très courte. C'était il n'y a pas longtemps. Alors, on n'a jamais connu l'époque années 50, 60, qui n'existait que dans les pays anglo-saxons où les femmes étaient majoritaires dans la programmation. Mais regardez les écoles d'ingénieurs qui avaient des spécialités qu'on appelait informatiques à l'époque. Alors, en école d'ingénieur, actuellement, il y a 26% de femmes, ça n'a pas changé depuis 2010, c'est la courbe rouge. Par contre, la courbe bleue, c'est la part des femmes dans les études d'informatique, c'est quand même tout à fait curieux. En gros, on est revenu au point de départ. Par contre, dans les années 80, l'ingénierie, ce n'était pas très courant pour un homme, mais en informatique, quand même, c'était un métier dans lequel, somme toute, il y avait pas mal de femmes. Et on a tendance à dire, bon, ben, les femmes progressent dans tous les domaines, l'espace d'une génération, c'est bon, on aura l'égalité. Manifestement, ce n'est pas le cas, en tout cas pas en informatique. Et là aussi, je laisse un peu de suspense, je reviens sur ce qui s'est passé. Non, ça, je vais vous l'expliquer tout de suite, là, ce qui s'est passé. En fait, dans les années 80, il se passe 2 choses simultanément. La première chose, c'est que c'est le moment où les métiers de l'informatique montent en puissance. On a des discours institutionnels qui expliquent que l'informatique, c'est l'avenir, c'est l'emploi assuré, c'est un bon emploi pour le chef de famille, qui étant nécessairement un garçon. C'est un bon emploi scientifique et technique. Et à ce moment-là arrive aussi le micro-ordinateur dans les foyers. Et c'est d'abord les hommes qui sont équipés les premiers, d'autant plus que, comme on le disait précédemment, la publicité de l'époque montrait madame qui fait la vaisselle pendant que monsieur tient les comptes du ménage. Et alors que ce soit chez Apple ou chez IBM, on avait les mêmes messages. Le jeu vidéo se spécialise pour les garçons en jugeant que c'est un meilleur public parce qu'en particulier, il a plus d'argent de poche pour investir dans le jeu vidéo. Donc, il y a toute une orientation de la micro-ordinateur, de la micro-informatique qui se fait vers les garçons. Les micro-ordinateurs arrivent dans les foyers. Autour des micro-ordinateurs se créent ce qu'on appelle aujourd'hui des sociétés de geeks, même si à l'époque le terme n'existait pas. Et ce même micro-ordinateur arrive en entreprise pour faire tout à fait autre chose, effectivement, mais c'est la même machine. Et il se crée une continuité factice entre ce qu'on fait quand on bidouille, quand on bricole sur son ordinateur à la maison, et ce qu'on fera en entreprise quand on sera un spécialiste. Donc, vous avez simultanément des métiers qui montent en puissance et une incitation à aller vers l'informatique quand on sera le chef de famille, et un outil qui arrive dans les foyers et qui semble être emblématique de l'informatique. Ces 2 choses se mettent ensemble et on constate cette chute. Alors en fait, cette chute, c'est quoi? C'est pas tant que les femmes partent, c'est que le grand afflux de nouveaux étudiants dans toutes ces promos qui s'ouvrent peu à peu et dans toutes ces filières dont les effectifs grandissent, c'est des hommes. C'est pas que les femmes sont parties, c'est que les hommes sont arrivés en masse. Alors en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas, évidemment aucune bonne raison pour qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en informatique. Il n'y a pas de sexe au métier. On reconnaît finalement le sexe d'un métier au sexe des personnes qui l'exercent. Et pour ça, je vous ramène en Malaisie. En Malaisie, quand on demande aux femmes pourquoi elles sont en informatique et si par hasard ce ne serait pas plutôt un métier d'homme, elles disent c'est un métier du tertiaire, c'est un métier qui n'est ni dangereux ni salissant, où la force physique n'est pas nécessaire, qu'on peut exercer de chez soi et on peut même l'exercer en gardant ses enfants. Eh bien, c'est un vrai métier féminin.
Alors effectivement, ces arguments sont justes. Ce n'est pas forcément ceux que je voudrais mettre en avant pour inciter les femmes à venir en informatique. Ces arguments, ce n'est pas ainsi que l'on définirait l'informatique en Occident. Mais ces arguments sont justes. À l'inverse, on peut définir le métier en soins infirmiers comme un vrai métier d'homme. Un métier salissant, dangereux, où il faut travailler le soir et les week-ends, où on porte de lourdes charges. Franchement, le métier d'infirmier, d'infirmière, c'est un vrai métier d'homme. Alors, ce n'est pas ça qu'on va mettre en avant. Ce qu'on va mettre en avant dans ce cas-là, c'est le soin aux autres, l'assistance aux personnes. Et en informatique, ce qu'on va mettre en avant, c'est la technique. Donc finalement, il y a une dimension du métier qui devient emblématique, et cette dimension est genrée. Et donc, on va dire, c'est un métier d'homme, un métier de femme. Alors qu'en fait, quand on liste les compétences, c'est un métier, point, avec des compétences variées. Et c'est le sexe des personnes qui l'exercent qui donne ce sentiment que c'est un métier d'homme ou de femme. Alors, comment ça se construit, le sexe des métiers? Pour l'informatique, c'est assez net, et c'est d'ailleurs le meilleur exemple en la matière. Quand on constate qu'un champ de connaissances permet d'avoir un pouvoir dans le monde social, le groupe dominant s'en empare, et le champ prend de la valeur dans le monde social, puisque le groupe dominant l'exerce. Et cette boucle-là, vous voyez bien, elle se renforce. Plus le champ prend de la valeur dans le monde social, plus le groupe dominant est incité à aller dans ce champ ou s'intéresse à ce champ, et plus le champ prend de la valeur. Alors ensuite, il faut justifier de la situation. Il faut le justifier autrement qu'en disant c'est de la discrimination latente, on exclut des personnes. On se justifie en prouvant que ce champ nous revient par nature. Et c'est là qu'en informatique, on a vu apparaître des stéréotypes tout neufs. Le champ était nouveau, et donc on avait besoin de stéréotypes tout neufs pour justifier le fait que ce soit les hommes qui l'exercent. Alors, par exemple, dans les années 50 ou 60, quand on voulait attirer les femmes dans la programmation, parce qu'on manquait de monde et que c'était mal payé, on disait, finalement, programmer un ordinateur, c'est comme programmer un repas quand on est une maîtresse de maison. Et puis, faire un programme, c'est comme suivre une recette de cuisine. Donc, c'est très bien pour les femmes. Et puis, le clavier, ça ressemble au piano ou aux machines à écrire. Donc, c'est très bien pour les femmes. Et puis, voilà que le champ prend de la valeur et que les hommes y viennent en masse. Ces stéréotypes-là ne servaient plus, on les a jetés. Et de façon très pragmatique, on a trouvé d'autres stéréotypes disant que l'informatique, c'est de la logique, c'est scientifique, c'est technique, et donc, c'est bon pour les hommes. Et que, comme il fallait travailler tard le soir, c'était bon pour les hommes, oubliant que les femmes de ménage et les infirmières travaillent tard le soir. Donc, à partir du moment où on a des stéréotypes qui prouvent que c'est dans la nature des hommes de faire la tâche, c'est logique que ce groupe monopolise le champ, puisqu'il est le seul à avoir les capacités à exercer. Et donc, on a fait la deuxième boucle. Et voilà comment la situation se verrouille. Ce qu'on constate donc, c'est que chaque fois qu'un champ de savoir prend du pouvoir dans le monde social, il se masculinise, et à l'inverse, les métiers de l'enseignement, par exemple, ou les métiers de la médecine, perdent du statut social, perdent de la valeur, et ils se féminisent. Alors, idée reçue numéro 5, bon, quand même, le code, c'est un truc de geek. Dans l'informatique, les femmes préfèrent les fonctions commerciales, les fonctions de support, le marketing, la formation, etc. Là encore, je vous ramène en Malaisie. Comme en Malaisie, un des enjeux, c'est pouvoir travailler de chez soi en gardant ses enfants, plus l'informatique est théorique, plus elle est masculine, plus elle est féminine, pardon. Et plus l'informatique demande de sortir, de rencontrer des gens, de faire du commercial, par exemple, plus elle est masculine. Donc là encore, ce sont des stéréotypes qu'on fabrique a posteriori. Alors ensuite, on va dire, les femmes s'autocensurent. C'est une façon de dire c'est de leur faute. D'où peuvent-elles bien tirer une idée pareille? Je me demande. Alors, vous voyez, c'est des images comme ça, j'aurais pu vous en mettre des quantités et des quantités. Les enfants, les jeunes sont bombardés d'images qui expliquent que l'aventure, les défis, c'est pour les garçons. Les trucs mignons, la mode, c'est pour les filles. Dans cette image Playmobil, le sommet de l'aventure, c'est de savoir comment on va s'habiller. À droite, vous avez le sol de ma pharmacie. Le but, c'est que les enfants se lavent les dents. Et quand vous voyez les enfants, on a Wilfried le bolide, Pauline la coquine, Timéo le super-héros, Juliette la starlette.
les enfants sont socialisés à des univers différents. Et cette image-là, elle est tout à fait exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, espérant inciter les filles à aller en sciences et techniques, on va tout peindre en rose, en disant les filles aiment le rose, on va les attirer en leur mettant du rose. Donc, on va repeindre, par exemple, l'informatique en rose. Regardez cette image. Avant, quand vous étiez petit et petite, vous aviez peut-être des planisphères avec des océans bleus et des terres marrons. Et ben, depuis a été créée la planisphère rose avec des terres roses foncées et des océans roses clairs. Alors, un, c'est idiot. Deux, à partir du moment où elle existe, l'autre devient pour garçon. Alors que l'autre, elle est pour tout le monde. Si vous créez une science ou une informatique pour filles, rose, eh ben, la science ou l'informatique générale devient pour garçons. Or, il n'y a ni informatique pour garçons, ni informatique pour filles. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse qui a été faite tout à l'heure. Il n'y a pas une pédagogie spécifique à adapter aux filles parce qu'elles auraient un cerveau rose. Mais à partir du moment où on en donne le sentiment, l'universel devient pour garçons. Donc ça, c'est ne pas faire. Parce que quand vous créez une science pour filles, vous êtes en train de dire, OK, les filles peuvent faire de la science, mais pas toute la science. La science qu'on aura spécifiquement définie pour elles. Bon, et ensuite, quand les filles grandissent et deviennent des femmes, alors je vous montre deux images, mais là encore, je pourrais en amener plein. Des images où l'homme est attentif et les femmes papotent, où l'homme travaille et les femmes sourient. Ben, ça non plus, ce n'est pas des images qui donnent à penser qu'une professionnelle, par exemple de la technique, ou qu'une professionnelle en général, pourrait être sérieuse, attentive et à son travail. Là, on a quand même beaucoup d'écrans, sauf que l'un travaille et l'autre, elle décore. Alors, cette histoire d'autocensure des femmes, si on fait la liste de tout ce qui vous arrive dans votre vie depuis la naissance jusqu'à l'université, en passant par le sexisme là et le harcèlement, en passant par la pression des pairs, c'est-à-dire les copines qui vous disent « Oh ben non, tu ne vas pas aller en informatique, tu vas être toute seule », ou bien le fait qu'on risque de perdre ses copines si on va dans une filière où on sera la seule fille. Le fait qu'on a du mal à se projeter dans un univers dans lequel on existera. Cette histoire de manque de modèle d'identification, si vous demandez de citer un homme scientifique ou une femme scientifique, en général, les idées qui arrivent d'abord, c'est Einstein et Marie Curie. Alors effectivement, il est impossible en tant que garçon d'imaginer que plus tard on sera Einstein, comme il est impossible en tant que fille de s'imaginer que plus tard on sera Marie Curie. Sauf que, à part Marie Curie, on a le sentiment qu'il n'y a personne. Alors que les garçons, à part Einstein, ils ont du choix. Donc, quand on ajoute tout ça, eh bien, à la fin, oui, les filles ont des doutes. Non seulement les filles se demandent si elles seront à leur place, si elles seront capables, parce qu'elles ont peu d'exemples ou d'informations qui leur donnent à penser qu'elles le seront, mais elles peuvent se demander aussi si ça en vaut la peine. C'est-à-dire, une fois qu'on aura passé tous ces obstacles, est-ce que ça vaut la peine de rester dans ce domaine? Ou est-ce que finalement leurs compétences ne seraient pas mieux reconnues ailleurs, dans des ailleurs qui leur plaît aussi, et dans lequel ce sera moins dur de se battre? Alors, il y a des filles qui sont sûres de là où elles veulent aller, et elles y vont. Alors ouais, 10%, 15%. Et celles qui hésitent, mais il n'y a pas grand-chose qui leur dit « Ah si, vous serez à votre place, c'est là que là vous serez bien reçus. » Oups, excusez-moi. Donc, ce n'est pas une autocensure, c'est une censure sociale. On entend des discours qui sont de l'ordre de l'autocensure de la part des filles, mais à l'origine, il y a une censure sociale qui les amène à produire ce discours. Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut lutter contre l'autocensure et dire « Allez les filles, courage, on y va ». Alors ok, c'est utile, mais vous comprenez bien qu'on n'attaque pas le problème à sa racine. On n'aurait pas besoin de lutter contre l'autocensure si préalablement, il n'y avait pas une censure sociale qui écartait les filles. Alors évidemment, à court terme, il faut lutter contre cette autocensure, mais sur du long terme, c'est peut-être malin de s'attaquer à la censure sociale. Bon, alors on fait quoi? Il y a toute une série de mesures en direction des femmes que j'appellerais des mesures d'équité. Alors, ces mesures, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en a parlé déjà précédemment. C'est des mesures qui visent à lutter contre l'autocensure. Et attention, c'est des mesures qui sont utiles.
à mon avis, elles ne sont pas durables. On aura toujours besoin de ces mesures, mais c'est des mesures qui sont utiles. L'avantage, c'est qu'elles permettent effectivement un niveau individuel, un soutien à des femmes prises dans un système qui les désavantage. Mais souvent, on raisonne en termes de manque. Les femmes n'auraient pas assez un certain nombre de choses, pas assez de réseau, pas assez de compétences, pas assez de confiance en elles. Et on ne raisonne pas sur la cause de ces manques, voire de ces manques supposés. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la question des salaires. On dit souvent que si les femmes gagnent moins, c'est parce qu'elles demandent moins. Et qu'il faut faire du coaching aux femmes pour leur apprendre à négocier leur salaire. Il y a eu des études qui sont sorties dans les années 90 qui ont montré qu'effectivement, les femmes demandaient moins, estimaient valoir moins, n'osaient pas s'imposer en demandant des salaires équivalents aux hommes. Des études plus récentes ont été faites ces dernières années dans des endroits aussi différents que l'Australie ou l'ouest de la France, qui ont montré que les femmes demandent autant que les hommes, pour les mêmes raisons que les hommes, ou ne demandent pas d'ailleurs autant que les hommes, pour les mêmes raisons que les hommes. Par contre, les employeurs n'ont pas changé. Les femmes demandent autant, mais les employeurs se disent « mais pour qui elle se prend ? Elle ne mérite pas ». Donc en fait, si dans la tête des femmes, en effet, les choses ont bougé, dans la tête des employeurs, il est toujours compliqué d'accorder autant d'augmentation à un homme qu'à une femme. Donc en fait, quand on fait du coaching aux femmes pour leur apprendre à négocier, on leur apprend à être meilleures pour avoir autant. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. On leur apprend à faire plus de réseaux, à avoir plus de compétences, à avoir plus confiance. En somme, on leur apprend à être surcompétentes, surqualifiées, à surperformer. Parce que si elles font juste autant que les hommes, elles auront moins. Et ça, c'est quand même une arnaque fondamentale dans la carrière des femmes. Et il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, elles se disent « est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que vraiment je veux rester dans le numérique ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de quitter ?» Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent, ce n'est pas le tout de les attirer, il faut aussi les maintenir, qui quittent parce qu'au bout d'un moment, elles se disent « mais ça n'en vaut pas la peine, je m'épuise », alors qu'il y a d'autres filières dans lesquelles j'aurais besoin de développer beaucoup moins d'efforts. Et puis aussi, on aligne les femmes sur un standard qu'on n'interroge pas, qui est celui des hommes qui ont réussi. Même pas de tous les hommes, hein. Le standard des hommes qui ont réussi et qui serait l'excellence et la chose à faire. Posons-nous une seconde et demandons-nous une seconde si ce standard, c'est vraiment ce qui permet, d'une part, de faire le meilleur travail, ce qui permet la réussite, ce dont on a vraiment envie et ce dont on a vraiment envie pour tout le monde. Peut-être que, pour le coup, ça vaudrait le coup d'aligner les hommes sur le standard des femmes qui réussissent, ou sur d'autres standards, et que peut-être on pourra avoir plus de variété aussi dans notre manière de concevoir des carrières. Et puis, ça a tendance à rejeter la responsabilité de la discrimination sur des individus qui en sont victimes. Si les femmes ne viennent pas dans le numérique, c'est qu'elles ne veulent pas. Vous voyez, c'est ce qu'on me disait il y a 20 ans. Alors, ça a un petit peu évolué, mais au fond, si elles étaient plus courageuses, si elles osaient plus, si elles étaient plus compétentes, ben elles seraient là, parce qu'on ne comprend vraiment pas pourquoi elles ne viennent pas. C'est-à-dire que c'est une façon de ne pas se poser la question, est-ce que mon institution, est-ce que mon entreprise a vraiment envie de les accueillir? Est-ce qu'elle met vraiment les moyens? Est-ce que je suis certaine que je mets les moyens? Je suis allée faire des enquêtes dans des haute école en Suisse, où en informatique, ce qui revenait sans arrêt, c'est « oui, enfin quand même, c'est un métier d'homme ». Et ça veut tout dire. Ça veut dire que si les femmes viennent, bon, ben, faut qu'elles s'adaptent, parce que quand même, elles savent bien que c'est un métier d'homme. Et tant que l'institution ou l'entreprise dira « oui, mais enfin, que voulez-vous ? C'est les forces de la nature, si vous voulez. C'est un métier d'homme, on n'y peut rien. » Eh bien, évidemment que c'est plus compliqué pour des femmes, surtout en situation d'ultra-minorité. Donc, ces mesures d'équité, ça devient finalement un moyen de mesurer la taille des inégalités et de les compenser au coup par coup, mais ça ne supprime pas le système qui produit ces inégalités. Donc, elles sont utiles, hein, on est bien d'accord, mais elles ne sont pas durables. Alors, je vous explique comment ça se monte, cette affaire. Pendant longtemps, on a fait l'égalité des chances. Ça, c'est l'égalité des chances. On donne strictement la même chose à des gens parfaitement différents. Ben, ça ne produit pas d'égalité. Ce n'est pas parce qu'on donne la même chose. Alors ça veut dire tout le monde a le droit d'aller à l'université.
Tout le monde a le droit de s'inscrire dans toutes les filières de formation. Tout le monde a le droit de briguer tel ou tel emploi. Égalité des chances. Par contre, vous voyez bien que ces personnages-là, on a beau leur donner les mêmes chances, ils ne seront pas égaux. Ça, c'est l'équité. On mesure la taille des inégalités et on compense. Et ça produit in fine de l'égalité. Mais vous comprenez bien que là, on est dépendant de l'aide. On est dépendant du fait qu'on donne ou qu'on ne donne pas des caisses aux personnes. Et puis un jour, on vous dit « Ah là 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 là, il n'y a plus de budget pour les caisses. » Ou bien on vous dit « Bon, depuis le temps qu'on leur donne des caisses, ils ne sont toujours pas capables d'être égaux. Mais on fait de l'assistanat, on n'aide personne. » Ou alors on vous dit « Alors lui, il mérite, il aura 2 caisses. Elle, elle mérite, mais pas tant que ça. Elle aura qu'une caisse, puis elle va se débrouiller, il faut qu'elle fasse ses preuves. » Bon, vous comprenez bien d'une part qu'il y a un arbitraire et que d'autre part, on entretient une situation mais qu'on ne corrige pas. Le problème, ce n'est pas avoir plus ou moins de caisses. Le problème, c'est qu'il y a un mur. Là, je n'ai plus besoin de caisse. Là, j'ai fait de l'égalité. Et je ne décide pas qui va mériter les caisses ou pas. J'ai enlevé la condition qui fait qu'on est dans une situation d'inégalité. Et là, je n'ai plus besoin d'encourager les gens. Là, j'ai enlevé la censure sociale. Ça veut dire qu'en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution, je vais regarder ce qui freine l'accès et je vais essayer de le compenser. Alors après, ça vaut quand même le coup de dire aux gens, allez, courage, on y va, allez-y, vous êtes bienvenus, parce qu'ils ont vécu une période de censure sociale, il faut les encourager. Mais s'ils arrivent dans une situation qui est celle-là, il y a des chances qu'ils réussissent. Alors que s'ils arrivent dans une situation où on leur a dit, allez, courage, et puis en plus on vous donne 2 caisses, et puis ça ne va pas être facile, je ne suis pas sûre qu'ils réussiront. Alors, la lutte contre les stéréotypes, effectivement, c'est un début pour lever la censure sociale. Et il faut la faire. C'est-à-dire, c'est le minimum. Par contre, il est faux de penser que les stéréotypes, c'est un héritage du passé dont il faut se débarrasser. La preuve, avec l'informatique, on en a refabriqué des tout neufs. C'est-à-dire, on n'est pas sur un progrès continu vers un avenir plus égalitaire spontanément. On ne peut pas dire, allez, l'espace d'une génération, le problème va être réglé. On refabrique les stéréotypes dont on a besoin pour justifier l'ordre social. C'est désagréable hein, comme idée. Ce n'est pas confortable. Ça veut dire qu'on préfère se dire, on préfère fabriquer des stéréotypes plutôt que de prendre conscience d'une discrimination à l'œuvre. Donc les stéréotypes, même si on les déconstruit, même si on les expose, ça ne prouve pas qu'ils ne vont pas revenir. En plus, alors on est d'accord, savoir qu'ils ne sont pas fondés dans la nature des humains, c'est un prérequis. Évidemment, si vous pensez que les femmes ont des cerveaux roses impropres à l'informatique, bien sûr, il y a peu de chances que ça marche. C'est le prérequis. Mais être conscient que le stéréotype est faux n'annule pas sa menace. C'est-à-dire, en psycho, on fait des analyses, on fait des mesures où on montre que les femmes croient qu'il existe un stéréotype sur les maths ou pensent que ce stéréotype est réel et qu'elles sont moins douées. À partir du moment où on active la menace du stéréotype, par exemple, quand on dit par exemple sur l'équation suivante, les hommes et les femmes ont des résultats différents. Que les femmes croient ou ne croient pas dans le stéréotype, leur performance baisse au moment où elles entendent cette phrase. Quand on vous rappelle que le monde social autour de vous pense que vous êtes moins bon, ça vous empêche de performer. Donc évidemment, il faut savoir que le stéréotype n'est pas fondé, mais ça ne suffit pas pour qu'il ne vous menace pas. En fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les stéréotypes et la discrimination, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est-à-dire, si on lutte contre les stéréotypes et la discrimination, on essaie d'éliminer une cause, mais on n'a pas éliminé ce qui, à l'origine, les ont produits. Ce n'est pas les stéréotypes qui produisent la discrimination, c'est parce qu'on veut justifier un ordre social qu'on produit les stéréotypes. Ils sont la cause et pas la conséquence. Donc, on n'en finira jamais avec la lutte contre les stéréotypes si on fait que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Premièrement, il est absolument fondamental d'avoir des indicateurs. C'est-à-dire, par exemple, mesurer les écarts de salaire. Regarder comment se passent les promotions. Est-ce que les managers proposent à la promotion des hommes et des femmes? Ou est-ce qu'on s'aperçoit que dans une carrière de manager, certains n'ont jamais proposé à la promotion des femmes? N'en ont pas forcément conscience d'ailleurs, hein, parce que chacun vous dira « Non, non, mais moi je ne regarde pas si c'est un homme ou une femme, je fais en fonction des compétences. » Oui, mais ce n'est pas une science exacte.
Ce n'est pas que objectif. Donc, regardez comment ça se passe. Regardez les CV, comparez les CV. Dans mon université, il y a eu des comparaisons de CV à même poste. Au même poste, est-ce que les CV des hommes et des femmes étaient équivalents? Et l'université s'est rendu compte avec beaucoup d'embarras qu'à un même niveau de poste, les CV des femmes étaient bien plus fournis que les CV des hommes. Analyser la communication interne et externe. Souvent, la communication externe, on y fait un peu plus attention que la communication interne. Pourtant, et ce n'est pas le tout d'attirer des personnes dans son entreprise et de présenter une façade mixte de l'entreprise. Une fois que les personnes y sont, il faut qu'elles aient le sentiment qu'elles ont leur place, qu'elles vont progresser et que l'entreprise va leur offrir des perspectives. Si la communication mixte, inclusive, etc., s'arrête aux portes de l'embauche, il y a de bonnes chances que vous découragiez ces bonnes volontés que vous avez réussi à intégrer. Et ça, c'est la base. Ce n'est pas très compliqué de faire attention à sa communication interne et externe. Et puis, une fois qu'on a ces indicateurs, une fois qu'on a pris conscience d'un certain nombre d'éléments, il faut agir. Changer sa manière de recruter. Par exemple, en France, on est obnubilé par les écoles d'ingénieurs. Il n'y a rien de plus beau qu'un ingénieur. En informatique, ingénieur, il y a 26% de femmes, déjà. Et en informatique, on est plutôt autour de 15%. Si on veut embaucher que des ingénieurs, évidemment, on ne va pas embaucher de femmes. Mais peut-être qu'il y a des personnes de valeur qui ne sont pas ingénieurs et qu'on pourrait recruter. Peut-être qu'on pourrait faire des évolutions en interne ou des repositionnements, des changements de carrière à l'interne. Et peut-être que la deuxième carrière, ça pourrait être de l'informatique. Là, je pense qu'on a une très grosse marge de progression sur les deuxièmes carrières ou les requalifications en informatique. Changer la manière de gérer les carrières. Par exemple, le congé de maternité. On a l'impression que le congé de maternité, ça vous tombe dessus de manière complètement inexplicable. Sachez qu'il y a plus d'arrêts maladie pour accident de ski que pour congé de maternité. Et pour le coup, l'accident de ski, ça vous tombe dessus d'une manière complètement inattendue. Alors, moi, je propose d'arrêter d'embaucher les skieurs. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop dangereux. Non, en fait, le congé de maternité, c'est quelque chose qui peut se prévoir et se planifier dans une carrière. Vous embauchez une jeune femme, évidemment, elle va avoir un congé de maternité. Puis d'ailleurs, tant mieux, parce qu'a priori, on a plutôt envie de renouveler la population. Donc, il ne faut pas attendre comme une fatalité qui va nous tomber dessus et que ça va être horrible. Ça se planifie, on peut en parler. Et au lieu de faire en sorte que le congé de maternité, au moment où la femme, entre guillemets, l'avoue à son employeur, ça devrait être une fête pour tout le monde et ça devrait être prévu. Alors évidemment, qu'on ait une toute petite société, c'est compliqué. Il ne faut pas se raconter d'histoire, j'en ai bien conscience. D'autres raisons de plus pour le planifier. Et il y a une responsabilité sociale commune à gérer les congés de maternité. Et puis, il faut que l'entreprise ou l'institution ou l'université soit un safe space. C'est-à-dire, le harcèlement sexuel, ça existe. Les insultes sexistes, ça existe. L'exclusion, ça existe. On n'aimerait pas, mais ça existe. Et on ne le voit pas toujours. Même en général, on ne le voit pas. Et ça, mine de rien, c'est une des très importantes raisons pour lesquelles il y a peu de femmes soit qui viennent, soit qui restent, soit qui ont envie de venir. Toutes les étudiantes qui ont été en situation très minoritaire dans ce genre d'école ont des choses à vous raconter. Alors, pas forcément des choses horribles, mais ont des choses à vous raconter. C'est-à-dire que si on compare la scolarité d'une fille en informatique ou d'un garçon en informatique, les deux ont des difficultés parce que les études, il faut travailler, il faut comprendre, il faut socialiser, ça pour les deux. Par contre, les filles ont des difficultés en plus que les garçons n'imaginent même pas. Comment je vais m'habiller aujourd'hui pour avoir la paix à l'école? Comment je vais me comporter? Avec qui je vais pouvoir m'associer? Qu'est-ce que je vais répondre aux agressions sexistes? Ça, c'est des questions que les filles sont obligées de se poser et prennent en compte. Et ça fait partie de leur environnement, des questions que les garçons se sont absolument jamais posées. Et je n'ai pas dit que la situation, que c'était affreux et que les études étaient détestables. C'est juste une couche en plus, continuelle. Quand je vous disais que les filles doivent en faire plus pour avoir autant, ça aussi, ça fait partie. Alors, j'ai vous fait une petite compilation de
tout un tas de prétextes qu'on peut entendre autour de « on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça ne marche pas ». C'est dans l'ADN de notre société de ne recruter que des ingénieurs. Bon, bah, si vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas changer. OK, je l'entends. Et on va se quitter bons amis, mais ce n'est pas la peine de prétendre. Si les leviers du changement, vous ne voulez pas les faire, eh ben, vous ne changerez pas. Bien sûr, un changement, ça veut dire qu'on va changer par définition. L'écriture inclusive, on appelle aussi le langage épicène, le fait de marquer le féminin et le masculin, c'est pas joli. Alors, OK, c'est pas joli, c'est vrai, c'est pas joli. Est-ce que vous voulez faire joli ou est-ce que vous voulez faire efficace? C'est pas grave que ce soit pas joli. Si, parce qu'on montre que rendre le féminin présent dans les phrases, dans les textes d'embauche, dans les labels, dans les titres, ça a un effet sur les représentations des hommes et des femmes. Ça permet de se souvenir de l'existence des femmes. Les psycholinguistes le montrent. Alors, quand on écrit un roman, c'est important de faire joli. Quand on écrit une offre d'emploi, a priori, ce n'est pas important de faire joli, c'est important de faire égalitaire et inclusif. On ne peut pas discriminer les hommes. Alors, quand on est à 10%, 90% et qu'on essaie d'arriver à 30%, 70%, à mon avis, la discrimination envers les hommes, on n'y est pas. Pour l'instant, ça ne me semble pas être un souci immédiat. Alors, ça, c'est quand on croit encore au Père Noël. Les femmes doivent prendre toute leur place sans que les hommes en perdent. Il faut des privilèges pour tous. Alors, la définition même du privilège, c'est qu'il n'est pas pour tous. Il faut être lucide. Si les femmes prennent toute leur place, il y aura moins de place pour les hommes. En effet, si on appelle ça la discrimination, ma foi, tant pis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, on a une longue et continue discrimination qui existe envers les femmes, qu'on n'a pas envie de nommer comme telle, qui fait que je me retrouve dans des amphis devant 10% de femmes pour 90% d'hommes. Comme il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu, c'est bien qu'il y a eu tout un mécanisme dont je viens de vous parler qui les écarte. Si on arrive à rétablir la parité ou quasiment la parité, ça veut dire qu'il y aura 40% d'hommes en moins. Ils seront peut-être très heureux dans les autres filières qu'ils auront trouvées parce que le fait que eux aussi s'auto-censurent pour ne pas aller dans le soin aux personnes, dans l'éducation, dans ce genre de métier, peut-être qu'ils seraient également très heureux de faire autre chose. La question n'est pas tout à fait là pour le moment. Mais en tout cas, c'est sûr que si les femmes prennent toute leur place dans la hiérarchie d'une entreprise, eh ben, il y aura moins d'hommes dans la hiérarchie de l'entreprise. Et il faut être lucide. C'est ce qui va se passer. Il ne faut pas se raconter d'histoires sur le fait que les hommes ont tout à y gagner. Ils ont à y gagner peut-être en termes de qualité de vie. Ils ont peut-être à y gagner sur la façon dont ils vont considérer leur masculinité. Par contre, en termes de pouvoir, de hiérarchie et de salaire, ce n'est pas évident, non. Et alors, celle-là, je l'ai entendue, je vous jure, je l'ai entendue. La compétition est déjà suffisamment rude sans l'ouvrir plus largement aux femmes. Bon, bah là, au moins, c'est clair. Quand une personne vous dit ça, ça veut dire qu'il préfère se battre entre hommes et qu'il préfère garder un privilège. Et ces discours-là, ma foi, ils existent aussi. Et puis, je vais terminer avec le quota, parce que j'ai vu que c'était quelque chose dont on parlait. Un quota, je suis d'accord, intellectuellement parlant, ce n'est pas satisfaisant. On aimerait ne pas en avoir besoin. Mais je vous disais tout à l'heure, hein, on pouvait croire au Père Noël aussi. Voilà, un quota, malheureusement, actuellement, quand on a 90% d'hommes pour 10% de femmes, c'est aussi une forme de quota. Mais elle est dans l'autre sens. Et on pense qu'elle est naturelle. Mais elle n'est pas du tout naturelle. On a parfois peur qu'un quota, ça baisse le niveau de compétence. Si on prend des femmes pour de mauvaises raisons, pour des femmes qui n'auraient pas vraiment le niveau, on va baisser le niveau de compétence. Alors, en France, du temps où il y avait un bac S, les femmes avaient plus de mentions au bac S que les hommes. Plus de mentions bien et très bien. Vous mettez un quota, vous montez le niveau. C'est une autre façon de voir le quota. C'est-à-dire que le quota vous permet de rattraper des personnes qui ont été exclues pour de mauvaises raisons, en tout cas des raisons qui n'ont rien à voir avec la compétence. Ça permet de les rattraper pour les réintégrer. Et ce n'est pas du tout baisser le niveau ou déprécier la formation. Et puis après, il y a des femmes qui disent aussi, oui, mais moi, je ne veux pas être là parce que c'est un quota. Je veux être là pour mes compétences.
le fait que vous soyez là sur quota n'enlève pas vos compétences. C'est-à-dire qu'avant, on ne prenait pas les femmes en pensant qu'elles n'étaient pas compétentes, alors qu'elles l'étaient. Aujourd'hui, on veut prendre les femmes sur quota. Bon, au moins, on les prend. Il ne faut pas avoir de scrupules. Vous êtes tout aussi compétentes avant et après. Moi, j'ai été une informaticienne quota. Je suis sortie 4e de ma promo. Je n'ai pas baissé le niveau. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de quota, je ne serais pas rentrée. Mais il n'y a pas de scrupule à avoir. On ne vous prenait pas pour de mauvaises raisons, on vous prend pour de mauvaises raisons. Ça n'a aucune importance. Par contre, le quota, c'est une solution facile, rapide et pas chère pour changer la donne. Et tant mieux s'il est temporaire. Tant mieux si au bout de 5 ou 6 ans, on peut s'en débarrasser. Moi, j'en serais ravie. Mais en attendant, c'est rapide et ça marche. Pourquoi est-ce qu'on veut attirer les femmes dans la tech? Ce n'est pas parce qu'on a pitié des femmes. Ce n'est pas parce qu'on se dit « Ah, les pauvres, elles s'orientent mal. Il faudrait qu'elles s'orientent mieux. On va à leur secours. » Non, ce n'est pas pour ça. Enfin, c'est aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je veux dire par là que, effectivement, ce sont des métiers passionnants dans lesquels il y a de l'emploi, des salaires, une carrière, et c'est un bon choix stratégique. Mais ce n'est pas que pour ça. Une tech faite pour et par les hommes, ce n'est pas une tech qui fonctionne. Et ce n'est pas une tech pour tout le monde. Des exemples, on en a beaucoup. Alors, je ne vais pas vous les donner tous. Mais actuellement, on a quand même un monde technique paramétré, défini, conçu, imaginé, programmé par des hommes et pas pour tout le monde. Vous voyez mon téléphone portable dans ma main? Il est trop grand pour ma main. Je ne peux pas simultanément prendre une photo et le tenir. Il me faut 2 mains parce qu'il n'a pas été pensé pour la main des femmes. La reconnaissance vocale marche moins bien avec les voix de femmes qu'avec les voix d'hommes parce qu'elles ont été avant tout entraînées sur des voix d'hommes. Et ce n'est pas parce que, alors j'ai entendu, on entend toutes sortes de choses pour justifier a posteriori les inégalités. Oui, mais les timbres de voix des hommes sont plus faciles à reconnaître. Pas du tout, ni plus ni moins. Par contre, s'ils sont qu'entraînés sur des voix d'hommes, oui, c'est plus facile à reconnaître. Récemment a été mis dans le domaine public une banque de voix pour entraîner la reconnaissance vocale. C'est que des voix d'hommes, donc c'est pas fini. Un logiciel d'intelligence artificielle qui se base sur des données de l'existant biaisées parce que genrées ne va pas produire les meilleures réponses possibles. Il va produire les meilleures réponses possibles pour reproduire un monde biaisé et genré. On a de multiples exemples qui montrent que la tech faite par par une population très homogène ne peut pas être inclusive pour tous et toutes. Donc, si on a besoin de femmes dans la tech, ce n'est pas parce qu'on rend service aux femmes, c'est aussi parce qu'on rend service à la tech. La tech a impérativement besoin de cette mixité si elle veut être performante. Et d'ailleurs, quand on cherche à attirer les hommes dans les métiers du soin ou dans les métiers de l'éducation, on ne leur dit pas que c'est pour eux. On leur dit que ces métiers ont besoin d'eux. Ils seront mieux faits, meilleurs. Le monde social sera meilleur avec plus de mixité. C'est le discours qu'il faut tenir envers les femmes. Il ne faut pas leur dire « venez dans la tech, c'est bon pour vous et on va vous tolérer. On va vous faire une place, mais bon, voilà quoi. » Non, non. Il faut leur expliquer qu'elles sont espérées, qu'on n'a pas pitié d'elles quand on les fait venir. Et ce retournement-là, il est fondamental si on veut changer les choses. Si on continue d'avoir un discours où on dit aux filles « venez, vous allez voir, c'est bon pour vous », c'est beaucoup moins convaincant que de dire « venez, les métiers ont besoin de vous ». Parce qu'on sait qu'on va être bien mieux accueillis si on a le sentiment que le métier a besoin que si on leur fait une petite place sur le strapontin sur le bord de la tech. Et aujourd'hui, les informaticiennes ont les moyens de choisir leur entreprise. Alors, elles ont plus les moyens quand elles sont ingénieures que quand elles sont de niveau pré-bac. Hein, ça, on est lucide. Mais mine de rien, il y a suffisamment de demandes pour qu'on puisse dire aux informaticiennes « fuyez les entreprises toxiques. Faites de l'égalité femmes-hommes votre critère de choix. En entretien d'embauche, au lieu d'attendre en tremblant qu'on vous demande « est-ce que vous allez avoir des enfants ?» Vous avez les moyens de dire « qu'est-ce que votre entreprise met en place pour les carrières des femmes ?» Ça change quand même sérieusement la donne. Et je ne peux pas le dire dans beaucoup de métiers, ça. Mais je peux le dire dans les métiers de l'informatique. Et pour une entreprise, étant donné la pénurie de compétences, vous pouvez faire de l'égalité homme-femme votre avantage RH. Parce que c'est quelques femmes à recruter. Si vous leur dites « mais chez nous,
On sait que ce n'est pas forcément facile, mais chez nous, vous êtes bienvenus. Chez nous, on fera attention à votre carrière. C'est un vrai avantage RH dans la recherche des talents. Et voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Madame Collet, pour votre éclairage et la qualité de votre intervention. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment vous poser le plus de questions possible, hein, si vous pouvez rester avec nous jusqu'à 11h, voilà, comme c'était prévu. Est-ce que, Jimmy, on peut peut-être autoriser les personnes à activer leur micro pour poser des questions? Ce sera quelque chose de plus dynamique. Oui, par contre, juste à un moment donné, vous êtes passé assez vite et on a eu dans le chat une question. Vous avez parlé effectivement des rôles modèles, de l'importance. Oui, absolument, oui, je vois la question. Il y a un troisième point que vous n'avez pas suffisamment éclairé. Est-ce que vous pourriez revenir dessus si ça vous intéresse? Absolument. Oui, sur les rôles modèles en particulier. Bon, c'est très à la mode actuellement, les rôles modèles. C'est très à la mode. C'est tellement à la mode que parfois, on a l'impression qu'il va suffire d'envoyer du rôle modèle et pof, on va produire de l'égalité. Les filles vont avoir très envie d'y aller. Alors, premièrement, il faut faire attention quel type de rôle modèle on mobilise. J'ai dit un mot sur Marie Curie. Marie Curie, ce n'est pas un rôle modèle. Sheryl Sanders, la CEO de Facebook, ce n'est pas un rôle modèle. C'est trop loin, c'est inaccessible. Avec ce genre de personne, ou Ada Lovelace, qui est la première personne à avoir écrit un code informatique, ce n'est pas un rôle modèle. Vous ne pouvez pas demander à une jeune fille de se projeter dans une femme du 19e siècle romantique qui a écrit Morte, qui a écrit le premier code informatique. Alors, il y a une chose de montrer qu'il y a eu des femmes dans l'histoire des sciences. Ça, c'est rendre justice à ces femmes et habiter l'imaginaire des sciences de manière mixte. C'est utile de le faire, mais ça ne sert pas de rôle modèle. Et quand vous montrez des rôles modèles trop écrasants, tels Sheryl Sanders, des personnes qui ont eu des parcours extraordinaires, qui sont tout en haut, ça peut faire rêver, mais c'est aussi une façon de dire, c'est ça ou rien. C'est ou la carrière hors du commun, ou rien. Et entre les deux, vous n'avez rien. Donc ça, ce n'est pas des rôles modèles, ça ne marche pas. On peut parler de ces personnes pour habiter l'imaginaire, mais pas en espérant que les jeunes filles se projettent dans ces personnes. Pour avoir un rôle modèle qui permet de se projeter, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit proche. Si vous envoyez une chercheuse d'université, de l'INSERM, du CNRS en collège pour parler de son métier, elle ne sera pas réellement complètement un rôle modèle. Elle montrera le métier, elle pourra donner envie, mais ça va être compliqué de se projeter sur cette personne, à part pour les quelques personnes qui ont déjà plus ou moins envie de faire ce métier. Ça les conforte, si vous voulez. Mais ça ne suscite pas des vocations, c'est trop loin. Par contre, présenter les personnes de l'étape d'après aux personnes de l'étape d'avant, ça marche mieux. Je veux dire par là, des étudiantes de première année à des lycéennes. Des personnes qui sortent de la formation à des personnes qui vont entrer en formation. Si vous essayez aussi de présenter que des personnes blanches à des personnes qui viennent des quartiers de relégation défavorisés, des banlieues, etc., qui en général ne sont pas blanches, ça va être beaucoup moins efficace, beaucoup moins crédible. Donc les rôles modèles doivent être proches. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, d'une part, il faut montrer qu'en allant dans le métier, il y aura des gens qui vous ressembleront, et des gens qui auront réussi, et des gens qui sont heureuses, des femmes qui sont heureuses de faire ce métier. Mais il faut aussi garantir que quand vous y serez, vous serez heureuse parce qu'on vous y fera une place. Donc, le rôle modèle, c'est une petite pierre dans l'ensemble, mais c'est une pierre complètement insuffisante. Ça ne crée pas de vocation. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça conforte dans l'idée d'une vocation. Et c'est important aussi de conforter, parce qu'il y a tellement de signaux qui vous disent quand vous êtes une fille, n'y allez pas, qu'avoir des signaux qui vous confortent, c'est important. Mais ça ne suscite pas de vocation en soi. Moi j'ai une question. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que pour le moment, on a surtout, avec toute notre bonne volonté, essayé de mettre en place des actions qui étaient un petit peu superficielles.
C'est-à-dire que d'une certaine façon, on n'a pas vraiment voulu attaquer le problème. Et je me souviens quand on s'est eu hier au téléphone, enfin même en visio, vous m'avez dit à un moment donné, on a des solutions tant que ça dérange pas les hommes. Donc il y a déjà ce premier aspect. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que d'une certaine façon, moi quand je discute autour de moi, par exemple à des centres de formation, à des chefs d'entreprise ou même à des filles, chacun me dit oui mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est-à-dire que les entreprises vont dire bah oui mais nous on trouve pas de candidats, les centres de formation vont dire bah oui mais on trouve pas des formateurs femmes qui pourraient avoir ce type de message, etc. Et du coup j'ai envie de vous demander mais par quoi on commence finalement? C'est-à-dire que comme le serpent n'arrête pas de se mordre la queue, par quoi on commence? Partout à la fois. Parce qu'effectivement, tout le monde rejette le problème sur le voisin. Et alors en particulier dans l'éducation, l'université le rejette sur le secondaire, qui le rejette sur le primaire le rejette sur la maternelle, qui le rejette sur la crèche. Je pense que bientôt on va m'expliquer que in utero, c'est foutu. Voilà. Déjà dans le ventre de leur mère, c'est trop tard, il y a des stéréotypes, tout ça. Effectivement, le problème, il vient de tout le monde. Chacun peut faire sa part. Je suis allée, il y a quelques années de ça, du côté de Valence, où j'ai rencontré, donc j'ai fait une conférence sur comment aider les femmes à entrer dans le numérique. Et il y a un directeur de centre de formation qui est venu me voir. Il me dit, bon, moi, la question des femmes dans le numérique, ce n'était pas trop mon sujet, mais effectivement, je constate que j'en ai très peu dans mon centre de formation. Mais mon problème, c'est les entreprises, parce qu'elles disent toutes, on n'arrive pas à recruter, c'est affreux, c'est terrible, on n'arrive pas à recruter, des hommes comme des femmes. Et quand je lui présente mes jeunes pour des contrats de qualif qui sont motivés, qui ont travaillé, qui sont compétents et qui veulent venir, elles disent « Ah ouais, mais finalement, on a pris un ingénieur. » Voilà. Tout le monde a un bout de sa part à faire. Et effectivement, hein, c'est compliqué, mais tout le monde a un bout de sa part à faire. Les entreprises qui disent « On n'arrive pas à recruter des femmes. » Est-ce que vous avez regardé en interne si chez vous, les femmes que vous avez sont pleinement heureuses, pleinement reconnues, et si certaines d'entre elles ne sont pas sur des postes avec un plafond de verre où elles ne peuvent pas évoluer, et volontiers, elles feraient bien un pas vers la tech. On a eu l'exemple dans mon université où il y avait une faculté qui disait « On n'a aucune femme qui postule sur nos postes professoraux, on n'arrive pas à avoir des femmes au grade professoral. » Et ils n'avaient jamais regardé qu'en interne, au grade du dessous, ils avaient plein de femmes hyper compétentes qui étaient prêtes à postuler sur des postes professoraux, mais comme ils les avaient sous les yeux, ils ne faisaient plus d'efforts pour elles. Donc, chacun a un bout à faire. Et sur le fait qu'effectivement, ça marche tant que ça ne dérange pas les hommes, ça, c'est quelque chose qu'on voit assez bien quand on propose à une institution de se transformer. OK, donc j'apporte des idées. Alors, des quotas, des sessions non mixtes qui vont permettre ensuite aux femmes qui sont entrées de manière non mixte de voir qu'elles ne sont pas seules, pas isolées, et puis ensuite de rentrer dans la formation. Une réforme de la communication interne et externe, enfin bon, des choses dont j'ai déjà parlé, OK. Et je vois un malaise qui est de se dire, mais si mon école, mon entreprise, mon institution se transforme, est-ce que je vais m'y reconnaître? Se mettre à constater que si ça se trouve, on n'aurait pas été recruté si le jeu avait été fair-play en tant qu'homme, c'est très inconfortable. C'est-à-dire, évidemment, tous les gens qui sont là pour leurs compétences, mais ils se sont battus avec leur groupe. Ils ne sont pas battus sur un échiquier ouvert. Ils sont très compétents par rapport à quelqu'un de leur profil. En gros, entre hommes blancs de milieux favorisés. Moi, si je suis là en train de vous parler, j'ai quand même un certain nombre de privilèges. Alors, en tant que femme dans la tech, non, là, j'en avais pas. Mais en tant que personne blanche, je suis issue d'un milieu de... Ma mère était prof, donc je fais maintenant partie des milieux favorisés. Ouais, ce sont des privilèges. J'ai un certain mérite, mais j'ai un mérite au niveau des personnes qui sont de mon même profil social. Donc, si je transforme les accès, si je modifie mes critères d'admission pour faire en sorte que maintenant, je fasse attention à ces discriminations que je ne voyais pas avant, est-ce que je serai toujours là? Est-ce que mon école va continuer à me ressembler? Est-ce que les futurs ingénieurs, les futurs diplômés que je vais avoir, je vais pouvoir dire « Ah, c'est bien mon école, je me reconnais ». Non, probablement que ce ne sera pas possible. Et ça, c'est très inconfortable. C'est aussi pour ça que ces démarches, elles doivent venir impérativement d'en haut.
C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décemment demander à des hommes du middle management de laisser leur place. Moi, je ne le ferai pas, évidemment. On ne peut pas demander ça à ces personnes-là. Alors, ne pas discriminer, oui, évidemment. Ne pas harceler, ça, bien sûr. Mais on ne peut pas demander à des personnes de la base ou du middle management d'appliquer des règles égalité qui ne leur permettent pas de faire carrière, qui les desservent. C'est absolument quelque chose qui doit venir d'en haut, de la direction de l'école, de la direction de l'entreprise, des RH. Ça doit être des modifications systémiques, mais on a tendance à vouloir les rendre individuelles. Et ça ne peut pas marcher. De même que quand on a tendance à penser que le harcèlement, c'est des questions individuelles. Alors oui, il y a un individu qui harcèle, mais en général, s'il peut le faire, c'est parce qu'il est inséré dans un système qui le laisse faire, ou voire qui le légitime. Donc, ce sont absolument des décisions qui doivent être systémiques et prises en haut. Vous parliez d'harcèlement, justement, ça fait partie peut-être des fausses excuses, si je puis dire, mais moi j'ai entendu ça et j'espère ne choquer personne. Mais on m'a dit qu'aujourd'hui, la France, en tout cas, est seulement en train de vraiment prendre à bras-le-corps le problème des harcèlements sexuels, de l'inceste, des viols, etc. Et sous-entendu, on a d'autres choses à régler plus urgentes encore que cette problématique de mixité. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Alors oui, on est en train seulement de le prendre à bras-le-corps. Il y a aussi le fait que c'est extrêmement dérangeant et désagréable. Et puis, alors un argument qu'on entend souvent, c'est « Oh là là, on ne peut plus sourire à une femme en entreprise, on ne peut plus prendre l'ascenseur avec elle, on ne peut plus. » C'est-à-dire que ce n'est pas très grave. Alors là, pour le coup, j'espère pas choquer les hommes, mais si vous avez peur d'être mal reçu et que moi, j'ai peur d'être agressée, bon, il y a quand même une des deux peurs qui est moins importante que l'autre. Par ailleurs, les femmes, en général, elles ne s'y trompent pas. On sait complètement faire la différence entre quelqu'un qui veut être charmeur, et tout le monde a le droit d'être charmeur, entre quelqu'un qui veut séduire, et on a le droit de séduire, et quelqu'un qui est lourd et qui veut imposer une relation, un rapport, et dont on ne veut pas. On est tout à fait capable de faire la différence de quelqu'un qui dit ta robe te va bien, ou ta veste te va bien, et quelqu'un qui vous regarde plutôt là et pas là. On est complètement capable. Et puis, les positions hiérarchiques ne sont pas les mêmes. Alors moi, je parle surtout à des enseignants, et des enseignants qui me disent oui, enfin, quand j'ai fait cette plaisanterie sur cette fille, vraiment, c'était vraiment qu'une plaisanterie. Oui, mais toi, tu es enseignant. C'est-à-dire, faire des plaisanteries en buvant des bières à 4 heures du matin dans un bar avec ses potes, c'est pas faire une plaisanterie en bas, dans un amphi, à des étudiants, sachant qu'on a le pouvoir de les noter et de décider de leur carrière. Peut-être vous ne pensez pas à mal, mais on ne va pas vous psychanalyser pour savoir si vous le pensez vraiment ou pas. De votre position hiérarchique, on ne peut pas se le permettre. On pourra se le permettre dans d'autres contextes. Et c'est ça qui est difficile à admettre, difficile à comprendre, que sa position vous donne des responsabilités et aussi dans la manière dont vous vous comportez. Ok, et moi, si je voulais vous poser une question donc, autour de l'orientation genrée, je sais que vous faites pas mal d'interventions auprès d'enseignants et d'enseignantes. Je ne sais pas si vous faites aussi des interventions en France, mais j'ai l'impression que dans la formation des enseignants, il manque aussi un pan important autour de ces questions. Et je pense que les enseignants, malheureusement, aussi, voilà, n'ont pas conscience de l'ensemble des stéréotypes qu'ils peuvent véhiculer, mais je pense que parfois, c'est véritablement un manque de formation à la base. J'ai 2 bonnes nouvelles pour la France. Alors, j'ai une première nouvelle, je vais vous le coller sur le chat. Voilà, ça, c'est des vidéos que j'ai fait avec l'INRIA et la direction du numérique de l'éducation nationale pour aider des scientifiques, essentiellement de l'INRIA, mais pas que, à venir faire des interventions en classe et ne pas être contre-productifs. Parce que parfois, comme vous dites, il y a un problème de formation et avec la meilleure bonne volonté du monde, on arrive
Et on ne se rend pas compte qu'il n'y a que les garçons qui parlent. On a des discours envers les filles qui sont contre-productifs, du genre « Allez les filles, mais il faut oser, vous savez ». Ça, il n'y a rien de tel pour vexer les filles que de s'y prendre de cette manière-là. Donc voilà, avec l'INRIA et le ministère de l'Éducation nationale, on a fait ces 3 vidéos. Alors, il y en a une sur comment on anime un atelier mixte, c'est-à-dire en faisant attention à la parole de tout le monde, favoriser l'intérêt des filles et comment être un rôle modèle quand on vient faire ce genre d'animation et comment les hommes peuvent être aussi des rôles modèles. Parce qu'en fait, avoir des hommes qui viennent parler aux filles pour leur dire « le métier a besoin de vous », c'est extrêmement important parce que ça prouve aux filles qu'elles auront des alliés hommes dans la place. Et elles savent très bien que les hommes seront très nombreux. Donc, si elles voient que ce sont des hommes qui souhaitent leur venue et pas seulement parce qu'elles sont jolies, c'est quand même extrêmement précieux. Que des hommes peuvent avoir confiance en leurs compétences, c'est extrêmement précieux. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et la deuxième, alors ça, je pense que ça fait 10 ans au moins, que chaque fois qu'on me donne la parole, je répète, il faut former tous les enseignants et les enseignantes à la question du genre en éducation de manière obligatoire et évaluée. Oui. Bon, et je suis allée faire ça en Suisse. Bon. Et depuis le 15 janvier, dans toutes les, il y a une circulaire qui a été envoyée à tous les recteurs, rectrices, directeurs et directrices des INSPE, c'est-à-dire des endroits qui forment les enseignants en France. Il va y avoir des modules obligatoires de 18 heures dans toutes les maquettes pour justement former les enseignants et les enseignantes en formation initiale et continue à ces questions de genre avec un axe sur le numérique. Alors, est-ce qu'on a complètement sauvé le monde, transformé la société? J'en sais rien, mais au moins, ça y est, ils vont tous passer par une formation obligatoire. Ok. Il nous reste quelques minutes. Peut-être une dernière question. On m'a aussi expliqué, lorsque j'ai discuté un petit peu de cette thématique à droite et à gauche, que finalement, l'une des raisons de ce manque de mixité, c'était les jeux vidéo. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors, les jeux vidéo sont un formidable attracteur. Je dis un attracteur, ça n'apporte pas de compétences, effectivement, mais nombre de jeunes garçons s'orientent vers l'informatique avec un passé de joueurs de jeux vidéo. Alors, certains fantasment travailler dans le jeu vidéo et puis ensuite font autre chose. Mais voilà, le jeu vidéo sert d'attracteur, sert d'élément socialisateur. Et ça marche aussi pour les filles. Sauf que même si les filles font beaucoup de jeux de vidéo, les jeux vidéo reconnus comme étant de valeur et valant la peine d'être nommés jeux vidéo, c'est plutôt des jeux sur lesquels les garçons sont majoritaires. Par ailleurs, il y a eu une mainmise du marketing de jeux vidéo, alors historiquement par Mattel, qui aussi fait les Barbie, mais aussi maintenant par d'autres fabricants de jeux, qui font des jeux vidéo tout peints en rose, orientés vers les filles, d'une pauvreté intellectuelle affligeante, et puis j'y joue, hein, donc je peux en parler tranquillement, et qui évidemment ne sert pas du tout d'attracteur. Donc les jeux vidéo sont un très bon attracteur, et probablement, je suis allée à une soutenance de thèse sur ce sujet, inciter filles et garçons, mes filles, à pratiquer des jeux vidéo plus variés et se familiariser avec cet univers-là, peut être par la bande une façon pour attirer aussi les filles vers les sciences et techniques. Mais comme je vous disais, ce n'est qu'un attracteur parce que, évidemment, aucune des compétences qu'on a en jeu vidéo ne peut préjuger du fait que vous serez un bon informaticien ou une bonne informaticienne. Mais un autre élément que j'ai rencontré dans les interviews que j'ai fait auprès de filles dans les écoles d'informatique, c'est qu'on les avait toutes renvoyées à leur pratique du jeu vidéo, soit en leur disant « Ah bah oui, t'es une geek, t'aimes les jeux vidéo, donc c'est logique », ou « Ah bah non, tu fais pas de jeux vidéo, t'es pas une geek, tu vas pas aimer ». Alors elles y étaient quand même, hein, mais c'est effectivement symboliquement un argument qui revient sans arrêt. Donc effectivement, ça sert d'attracteur et pourquoi pas s'en saisir. Alors, si je reprends le chat, hein, donc par rapport au quota, une fois qu'il y a une femme dans l'entreprise, si mon ordinateur veut bien. C'est surtout, voilà, une fois qu'en fait il y a une femme, en fait, la personne se rend compte quand même que elle est aussi compétente en fait que n'importe qui, quoi. Donc voilà, elles font leur place. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise. C'est ce que je disais, il ne faut pas avoir de scrupules.
Une fois qu'elles sont là, elles font leur place, elles prouvent fait. qu'elles sont compétentes et ça a un effet d'entraînement. Ouais. C'est effectivement. Alors, vous savez, un truc très, très simple. Écrire en bas, écrire une offre d'emploi de manière inclusive ou épicène, enfin en marquant le féminin et le masculin, et conclure en disant, par exemple, étant donné le déséquilibre, les candidatures féminines seront particulièrement étudiées, ou encore, à compétence égale, sera privilégié le sexe minoritaire. C'est juste une phrase, hein, mais c'est extrêmement encourageant pour les femmes. C'est un signal qui leur dit, on sait, on a conscience du truc. Voilà. Et c'est un signal extrêmement positif. C'est pas grand-chose, hein, mais simplement mettre ça encourage les femmes à postuler. Et alors effectivement, la non-mixité aussi, hein, ça encourage les femmes à postuler, évidemment. J'ai travaillé comme consultante pendant quelques années pour un centre de formation non mixte à Bruxelles, qui formait que des femmes à l'informatique. Donc forcément, il n'y avait que des femmes, par définition. Et on en trouvait. C'était souvent des femmes en reconversion, en perte d'emploi, ou des femmes migrantes qui cherchaient une première qualification dans le pays. Et un certain nombre d'entre elles disaient, je ne comprends pas pourquoi c'est non mixte, moi je n'ai pas de problème avec les hommes, moi j'aime bien les hommes. Alors on ne vous demande pas si vous aimez ou si vous n'aimez pas les hommes, hein, ça n'a rien à voir, là on parle de boulot. Mais il y avait aussi le fait que ce n'est pas parce qu'on est en non-mixité qu'on n'aime pas les hommes, hein, ça n'a rien à voir. Et aussi, si ça avait été mixte, et elles l'ont tenté en passant des annonces qui ne précisaient pas que la formation était non mixte, seuls les hommes postulaient. Donc les femmes disaient, j'ai pas besoin de la non-mixité, sauf que de fait, elles ne postulaient pas si elle n'était pas présente. Et après, alors évidemment, la formation est non mixte, mais la vie en entreprise, elle va être mixte. Mais ce n'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première marche, et que la première marche, elle rassure. Et on avait même un certain nombre de femmes, pour le coup, de première génération migrante, ou même primo-arrivantes, qui n'auraient pas fait la démarche de venir dans un contexte mixte, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de fréquenter beaucoup d'hommes, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude d'école mixte, parce que leur mari ou leur père était réticent au fait qu'elles soient dans des contextes mixtes et qu'elles-mêmes ne se sentaient pas à l'aise, mais qui, après la formation, n'avaient aucun problème pour aller en entreprise mixte. Donc, en fait, la non-mixité n'enferme pas. Éventuellement, même, elle autorise. Si, j'avais quand même une dernière question, Madame Collet. Est-ce qu'on peut quand même être optimiste et est-ce qu'il y a une vraie volonté au niveau des politiques et peut-être des gouvernements à tenter de faire changer les choses? Est-ce que vous allez de temps en temps, j'espère, rencontrer des hommes politiques et expliquer aussi la situation? Est-ce que tout ça est bien entendu, bien relayé? Alors moi, j'ai été auditionnée, en France, j'ai été auditionnée plusieurs fois. Je suis dans le rapport Villani, j'ai été auditionnée par l'Assemblée nationale. Je travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, d'où les vidéos que je vous ai collées, hein, c'est issu de cette collaboration. Moi, j'étais très pessimiste pendant 10 ans parce que ça ne bougeait pas, il n'y avait pas de volonté que ça bouge. Et d'ailleurs, je suis allée faire autre chose, tellement il ne se passait rien. Je suis allée former des enseignants aux questions genre. Donc, je n'étais pas très, très loin, mais j'ai arrêté de travailler spécifiquement sur le numérique. Depuis 3-4 ans, il y a un intérêt européen. Alors, idéalement, j'aimerais bien que ça arrive un peu plus en Suisse, mais pour l'instant, c'est encore un peu de mal pour la Suisse. Mais il y a un intérêt européen, français en particulier, et en Allemagne, il y a des études bien plus anciennes déjà sur ces questions et des actions incitatives bien plus anciennes encore pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers techniques de manière générale et le numérique, entre autres. Je suis actuellement tout à fait optimiste parce qu'il y a une volonté comme il n'y a jamais eu et une mise en œuvre comme il n'y a jamais eu, et c'est même devenu à la mode, ce qui est quand même complètement nouveau. Alors, le fait que ce soit à la mode risque de ne pas produire grand-chose d'utile ou d'efficace, mais ça fait le buzz. C'est-à-dire qu'il y a des centres de formation qui se montent en mettant les femmes en avant. Je ne suis pas certaine que ces centres fassent du bon boulot ou soient très sincères, mais ça veut dire que soudain, c'est une opportunité, ça, on n'avait jamais vu. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je suis optimiste, mais à condition qu'on garde l'effort. C'est-à-dire, on ne va pas régler le problème en un an et demi. Si au bout d'un an, on se dit « Ah bon, on a fait tout ce qu'on a pu », évidemment, on reviendra à l'état initial. Ok. Merci beaucoup, en tous les cas, pour la qualité de votre intervention.